Bonjour à vous. Vous attendez tous la conférence inaugurale de Michel Melot. Vous attendez tous qu'on parle d'images, mais les gentils organisateurs de cette manifestation ont prévu encore un petit temps d'attente. Mon PowerPoint défile. Je vais le défile tout seul. Il est incontrôlable. Voilà. On prévu un petit temps d'attente que je vais faire en sorte d'être le plus bref possible pour vous présenter un peu l'actualité du ministère de la Culture, du service du livre et de la lecture, notamment sur mes sujets patrimoniaux. Il nous est apparu important que chaque année, lors de ces rencontres, on vous tienne au courant des dossiers, des évolutions, et donc c'est ce que je vais m'employer à faire dans les 20 minutes qui viennent. Je reviendrai dans un premier temps sur les différentes évolutions du cadre juridique qui sont intervenues depuis l'année dernière ou sont en cours. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur la question de la communication qui va prendre une importance particulière cette année, en 2023, dans les semaines qui viennent. J'y reviendrai sur les publications du service de livre depuis l'année dernière. On est vraiment sur un bilan annuel. Et je terminerai par les grands chantiers nationaux, avec un point sur l'avancement du chantier dont il a été maintes fois fait allusion d'achèvement du signalement des manuscrits et des livres anciens. Un sujet qui aussi risque d'être d'actualité avant peut-être l'iconographie, qui est la presse ancienne. Je ferai un point sur nos projets et les projets de la Bibliothèque nationale de France dans un cadre national sur la presse, notamment, et puis je reviendrai aussi sur les plans d'urgence qui ont été évoqués. Alors, évolution du cadre juridique, c'est la partie la plus ardue. Désolé, je commence par de la jurisprudence. Une décision importante est intervenue en juillet dernier, alors qui ne concerne pas directement les bibliothèques, mais qui, d'une certaine manière, concerne le monde en général du commerce, des biens culturels, et notamment du livre, des manuscrits et des pièces susceptibles d'intéresser les bibliothèques, concernant en fait la revendication par l'État. L'État a la possibilité, a le droit de revendiquer des biens qui sont en main privée, mais dont il arrive à prouver qu'ils ont appartenu à des collections publiques, puisque, comme vous le savez, les biens patrimoniaux qui appartiennent au domaine public des personnes publiques sont inaliénables, ne peuvent sortir de ces collections, et dès lors qu'elles se trouvent en main privée, à un moment donné, il y a eu, si j'ose dire, un non-respect du droit, et donc l'État peut revendiquer des biens, notamment qu'il voit apparaître lors de ventes publiques. C'est le meilleur moyen, si vous voulez, de repérer ces biens. Dès lors qu'il prouve que ces biens ont appartenu à l'État ou à une personne publique dans le passé, il peut le revendiquer, et jusqu'à maintenant, lorsque cette revendication a été confirmée par les tribunaux, le détenteur du bien, je ne parle pas du propriétaire parce que sa propriété n'était pas légale, le détenteur du bien ne touchait aucune indemnisation, quelle que soit sa bonne foi. Même s'il avait hérité d'un bien qui avait été acheté par son arrière-grand-père en 1850, donc sa bonne foi n'était pas du tout en cause, il devait restituer à l'État ce bien et ne recevait aucune indemnisation. Cette absence d'indemnisation a été bien sûr attaquée par les avocats des parties mises en cause par l'État, et dans le cadre d'une procédure qui est parvenue jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'à une décision du Conseil d'État en troisième instance, après un tribunal administratif, après la Cour d'appel, une Cour d'appel administrative. Le Conseil d'État, le 22 juillet 2022, dans une affaire qui opposait le ministère de la Culture à M. Amaury de Villoutré, a jugé que les détenteurs de bonne foi d'un bien qui appartenait au domaine public, lorsque l'État obtenait la restitution de ce bien, pouvaient bénéficier d'une indemnisation. Donc ça, c'est une grande innovation qui touche bien sûr les biens qui intéressent les bibliothèques, mais qui touche l'ensemble des biens du domaine culturel. Ça touche des biens qui peuvent relever des monuments historiques, ça concerne des tableaux, ça concerne l'ensemble des biens culturels. Dorénavant, le Conseil d'État a admis, et c'est une évolution importante du droit, la possibilité d'une indemnisation pour les détenteurs de bonne foi. Et le juge a fixé, dans le cas d'espèce, on verra avec l'évolution de la jurisprudence si cette quotité est maintenue, que l'indemnisation pouvait atteindre, en l'occurrence, 10% de la valeur vénale du bien. Donc cette décision qui vraiment s'inscrit, fait jurisprudence, fait droit dorénavant,
conduit le ministère à revoir sa politique en matière de revendication des biens culturels appartenant au domaine public. Non pas que cette politique ait été menée de manière inconsidérée, je vous rassure, jusqu'alors, mais l'État sera plus vigilant à bien vérifier les conditions et le caractère public des biens qu'il revendique pour l'État ou pour certains biens conservés dans vos bibliothèques qui appartiennent à l'État. Pour beaucoup d'entre vous, vos collections, les collections des collectivités territoriales comprennent des biens qui appartiennent à l'État et donc vous pouvez aussi bénéficier de telles restitutions de biens revendiqués. Donc l'État revoit, le ministère de la Culture revoit, si j'ose dire, sa politique et travaille à la rédaction d'un guide relatif à la restitution des... Alors, c'est un autre sujet, mais il y a un travail parallèle qui est mené donc, au sein du ministère entre la Direction générale du patrimoine et la Direction générale des médias et des industries culturelles, donc le service du livre, sur cette question de restitution des biens culturels publics dont a parlé aussi Nicolas concernant les biens qui ont fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites. Donc, je ne reviens pas, Nicolas, Georges vous a évoqué la loi qui est en cours d'examen au Parlement, qui a été adoptée en mai au Sénat, qui est à l'Assemblée nationale, et qui s'appuie sur l'important travail de repérage qui a été largement mené à la Bibliothèque nationale de France, dans les bibliothèques universitaires, dans un certain nombre de bibliothèques municipales, qui restent potentiellement peut-être à terminer, pour repérer dans ces collections des biens qui sont issus de spoliation de biens juifs qui ont été spoliés entre 1933 et 1945. L'objectif de la loi émanant de faciliter la restitution de ces biens aux descendants et aux ayants droit des personnes spoliées. C'est une loi cadre qui permettra de faciliter la restitution, là où pour chaque restitution jusqu'à maintenant, il fallait une loi spécifique. Pour chaque bien restitué, il fallait une loi spécifique. Là, c'est une loi cadre. Donc c'est une évolution en cours. Voilà sur le point juridique, avec les deux sujets principaux, sur en matière de communication et de publication. Le ministère, alors c'est une publication qui dépasse le patrimoine, mais qui intéresse aussi le patrimoine écrit dans les bibliothèques des collectivités territoriales. Le ministère a coédité en juillet dernier avec la FNCC, la Fédération nationale culture et, j'oublie toujours ce que veut dire le deuxième C, peu importe, c'est la fédération qui rassemble l'ensemble des adjoints à la culture des communes, des intercommunalités et des départements et des régions aussi. Et donc, c'est l'ensemble, donc c'est la principale fédération, la principale association réunissant ces élus. Nous avons publié ensemble un guide destiné aux élus, aux décideurs, donc aux élus principalement, mais qui peut aussi intéresser, qui peut vous intéresser, vous professionnels, qui présente l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, et c'est très largement des dispositifs d'accompagnement financier. Donc on pourrait mettre l'ensemble des subventions, ça va au-delà des subventions, il y a aussi des dispositifs d'expertise, mais fondamentalement c'est l'ensemble des dispositifs de subvention que l'État propose aux collectivités pour l'ensemble de leur bibliothèque. Lecture publique, bien évidemment, construction, animation culturelle, action sociale, partenariat avec le secteur éducatif, les centres sociaux, mais aussi toutes les aides pour le patrimoine, acquisition, restauration, numérisation, valorisation du patrimoine. Et ce guide est très complet et je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à le consulter. Il est téléchargeable gratuitement en ligne sur le site du ministère, le site internet du ministère de la Culture et sur le site internet de la FNCC. Deuxième publication courante et qui est présente aujourd'hui même à l'entrée, vous l'avez eu j'espère, si vous ne l'avez pas eu on vous la distribuera, c'est la publication de notre brochure annuelle qui recense toutes les acquisitions patrimoniales des collectivités territoriales qui ont été aidées par l'État, soit directement au travers du dispositif acquisition, restauration du patrimoine d'intérêt national, répondant aux 12 acronymes de ARPIN, soit aidés dans le cadre de partenariats avec des régions, dans le cadre de fonds régionaux d'acquisition et de restauration des bibliothèques, les FRAB. Il existe 4 FRAB en France, et donc on présente aussi les acquisitions faites par l'État, mais aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Bretagne, la région Grand Est et la région Pays de Loire, que je salue très chaleureusement pour le maintien de ces dispositifs
qui permettent chaque année aux bibliothèques de s'enrichir. Alors, si on se projette vers l'avenir, la fin de l'année 2023, je vous annonce en avant-première 2 événements importants, 2 publications. Alors, un événement, une publication. L'événement, c'est que le ministère de la Culture est en train de mettre la dernière main à une campagne nationale de communication sur les bibliothèques. L'ensemble des professionnels regrettaient qu'il n'y ait pas une grande campagne publique qui promeuvent les bibliothèques, qui permettent à chacun de nos concitoyens qui ne les fréquentent pas de connaître ce qui se fait réellement dans les bibliothèques. Et donc le ministère de la Culture a décidé de lancer cette année, et j'espère, et je ne doute pas que ça soit reconduit l'année suivante, en 2025, en 2026, que chaque année il y ait une campagne de promotion pour les bibliothèques qui le méritent. Cette campagne aura lieu dans le cadre d'une diffusion nationale au début du mois de septembre. Aura lieu, on a décidé que le bon moment pour parler des bibliothèques à nos concitoyens, c'était le moment de la rentrée, où on revenait des vacances plein de bonnes résolutions, où on inscrivait ses enfants dans les clubs sportifs, dans les associations culturelles, où on se remettait à faire du sport soi-même, pour ceux qui n'ont pas fait pendant les vacances. Et on prenait aussi la bonne résolution de s'inscrire en bibliothèque. Et donc, il nous a paru que la semaine du début septembre, où les municipalités organisent souvent des forums des associations, c'était le bon moment pour interpeller nos concitoyens qui ne fréquentent pas les bibliothèques et pour leur dire tout ce qu'ils peuvent y trouver et tout l'intérêt qu'ils auraient à fréquenter les bibliothèques. La ministre a choisi pas plus tard que la semaine dernière ce que les agences de communication appellent la piste créative. Donc je ne vais pas vous la présenter là, mais elle insistera sur le lieu bibliothèque comme lieu d'échange, lieu de rencontre. Cette campagne nationale donnera lieu à la réalisation d'un film qui sera diffusé sur France Télévisions, de messages audio qui seront diffusés sur Radio France, de petits films qui seront diffusés, donc, qui déclineront le grand film, qui seront diffusés sur les réseaux sociaux, et qui seront déclinés sous forme d'une gamme d'affiches. Nous avons besoin de votre participation active. Alors je sais que c'est très tard, fin juin, de venir vous dire sur une campagne qui aura lieu début septembre, avec entre les deux quelque chose qui s'appelle les congés estivaux. Je sais, mais c'est encore temps et je fais confiance à votre capacité de mobilisation, de réactivité dont on a pu tester la force. On a besoin de vous, quand je dis vous, c'est élus, collectivités, pour qu'à la rentrée, dans les semaines qui suivent, la campagne nationale, ça va durer 10 jours, c'est très peu 10 jours, et on a besoin que ça dure dans le temps. Donc on a besoin que sur les panneaux d'affiches municipaux, dans les journaux de vos communes, de vos départements, sur des espaces d'affichage public à votre main, partout, vous puissiez afficher, vous aurez la possibilité d'ajouter le logo de vos collectivités sur les affiches, ça sera tout à fait possible, et d'ajouter des messages particuliers, Châtenay-Malabry aime le livre, je dis n'importe quoi, vous aurez cette possibilité de décliner localement. Donc on a besoin de vous pour que partout en France, dans chaque commune, partout, ces affiches soient vues. Donc voilà, ces affiches et le matériel, il y aura des marque-pages, il y aura différents kits, pourront être téléchargés sur le site du ministère. On vous demandera de l'imprimer, on n'a pas le temps de faire en routage, il faudra que vous l'imprimiez. J'espère que vous aurez des imprimantes performantes qui impriment des grandes affiches, que vos services de com, vous pourrez les mobiliser. Je vous en parle maintenant pour que déjà vous alliez les voir dès lundi prochain. On va réunir l'ensemble des associations d'élus, l'Association des maires de France, France Urbaine, l'Association des maires ruraux de France, l'Association des petites villes de France, l'Assemblée des départements de France, l'Assemblée des régions de France. On va réunir l'ABF, l'ADBGV, l'ensemble des associations, l'AFIL, le 22 juin, pour leur présenter en avant-première les premières caractéristiques de la campagne, mais surtout les mobiliser pour que vous passiez le début du mois de septembre et les semaines qui suivent avec des pots de colle, des affiches, et que vous passiez vos nuits à coller des affiches partout en France pour valoriser les bibliothèques. On a vraiment besoin de vous, c'est vraiment important, il faut qu'on fasse parler de nous.
Voilà, au niveau national. Et la ministre est très allante sur cette campagne. Et c'est elle qui a choisi la piste créative. Je suis sûr que ça sera un succès. C'est toujours délicat de choisir une piste créative, de choisir le bon message, le bon slogan. J'espère qu'on ne se trompe pas. Si on n'est pas tout à fait dans le mille, on aura l'année prochaine pour faire passer d'autres messages, et ainsi de suite. D'ici la fin de l'année 2023, j'espère au mois de novembre, j'espère qu'on pourrait l'avoir au moment du Congrès des maires de France et au moment du Salon des maires. Le ministère va publier un atlas des bibliothèques territoriales. C'est un atlas qui s'appuie sur l'ensemble des données que chaque année vous nous faites remonter, des données d'activité que vous nous faites remonter chaque année. Et donc, on va proposer un atlas, un peu comme, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les atlas c'était la collection Autrement, je crois, je me trompe peut-être, publier ce type d'atlas. C'est un type d'atlas comme ça, qu'on prépare avec un laboratoire de géographie de l'Université de Rouen, avec de belles cartes. Il y aura une première partie qui sera consacrée à des cartes nationales, qui permettront d'avoir des visions sur un certain nombre d'indicateurs à l'échelle nationale. Une deuxième partie, vous aurez 4 pages sur chacune des régions, donc qui donneront une vision régionale. Et vous aurez une troisième partie, alors on ne pourra pas faire une carte de tous les départements, mais on présentera des cartes, 2 schémas d'organisation de la lecture publique au niveau départemental, 2 schémas d'organisation de la lecture publique au niveau métropolitain, 2 schémas d'organisation de la lecture publique au niveau, à des niveaux communaux, et l'ensemble de la réalité des bibliothèques sera présenté. On va s'efforcer de présenter dans cet atlas qui va être, on espère, une réussite à un moment aussi important pour faire parler des bibliothèques. Alors, j'en viens aux grands chantiers nationaux. Il est 11h, je pense que j'ai un quart d'heure encore. Pour faire le point, donc, premièrement, sur le chantier qu'on a lancé, la directrice de la RLPACA en a parlé, en mentionnant la création d'un poste de chargé de mission patrimoine écrit en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on a lancé à partir d'une étude qu'on a fait en 2017, qui visait à repérer ce qui restait à faire en termes de signalement des manuscrits et des livres anciens. Alors, par livre ancien, on a pris une décision de fixer jusqu'en 1830 cette définition des livres anciens. Et l'objectif, c'était effectivement d'achever quelque chose qui avait été lancé sous Guizot, sous la monarchie de Juillet, en 2025. Chaque année, on s'en rapproche de cette borne. Et l'idée étant bien sûr de cataloguer, alors pour diffuser dans les catalogues des bibliothèques, mais dans le catalogue collectif de France que gère la Bibliothèque nationale de France. Et donc c'est un projet qui associe étroitement le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale de France et vous, collectivités. Bien sûr, on savait que pour avancer avec vous, il fallait qu'on apporte un peu de carburant financier en termes de subventions. On a mis en place 2 dispositifs financiers possibles. Un que vous connaissez, qui est le concours particulier bibliothèque au sein de la dotation générale de décentralisation, qui subventionne les projets de signalement conduits par les bibliothèques municipales, qui conduisent directement, si je veux dire, qui pilotent directement en recrutant du personnel ou en confiant à un prestataire extérieur, le catalogage ou la rétroconversion de leurs fonds de manuscrits, de livres anciens. Donc pour les bibliothèques municipales, il faut qu'elles déposent un dossier de demande de financement à la DGD, et l'État fait en sorte de financer au taux maximum auquel il peut financer, c'est-à-dire 80%. On ne peut pas faire plus, mais on le fait. Pour on a mis en place un deuxième mode de financement qui vise à financer des opérations qui sont menées collectivement au niveau régional, avec un pilote qui est souvent une structure régionale pour le livre, une agence régionale pour le livre, qui pilote au niveau régional des opérations concernant plusieurs bibliothèques qui n'ont pas choisi de passer par la DGD. On a laissé une certaine liberté dans chaque région pour mettre en place ces plans régionaux. Et donc, c'est au travers d'un appel à projet national patrimoine écrit des bibliothèques qu'on apporte un financement qui est déconcentré dans les directions régionales des affaires culturelles à ces projets collectifs. C'est par exemple les projets que mène l'Agence régionale pour le livre PACA dans cette région. Alors, où en est-on ?
Alors, on vous a présenté un petit schéma, j'espère qu'il se voit bien, avec des petites barres. Alors, à gauche, vous avez les bibliothèques municipales hors bibliothèques municipales classées. Donc, c'est l'ensemble des bibliothèques patrimoniales. On a à peu près 400 bibliothèques patrimoniales en France. Donc, à gauche, vous avez les bibliothèques municipales qui ne sont pas classées, et vous avez les bibliothèques municipales classées. Alors, municipales, elles peuvent être intercommunales, hein, on est bien d'accord. Du bloc communal, on va dire classé. Vous avez la petite barre en jaune qui représente ce qui reste à faire. C'est ce qui reste à faire. Et en vert, c'est ce qui est fait. Donc lorsque vous voyez apparaître du jaune, c'est ce qui reste à faire à date d'aujourd'hui. Donc on est sur les manuscrits. Hein, on est sur les manuscrits. Donc on voit que le plus gros retard est en Île-de-France, sans surprise. Sans surprise, parce que pour ceux qui connaissent notre secteur, ils savent qu'il n'y a pas de structure régionale pour le livre en Île-de-France et que donc on n'a pas d'opérateur au niveau régional pour avancer sur les bibliothèques municipales qui ne sont pas classées en Île-de-France, qui représentent l'essentiel, hein, puisqu'il y a une bibliothèque classée en Île-de-France, Versailles, pour lesquelles les choses sont faites et qui représentent un tout petit espace. Donc on voit que sur les manuscrits, hors cas particulier de l'Île-de-France, de la Nouvelle-Aquitaine qui était un peu à la traîne, mais je sais, il y a des collègues d'Aquitaine qui sont là, la grande région Aquitaine, que la structure régionale a enfin pris les choses en main. Donc il y a encore du travail en Nouvelle-Aquitaine. Néanmoins, on peut voir que, globalement, on n'est pas loin du but. En Provence-Côte d'Azur, si mon graphique est bon, hein, sur les bibliothèques hors BMC, sur les manuscrits, il y a un petit bout de jaune quasi imperceptible que je vois. Sur les bibliothèques classées, il y a un peu plus. Hein, il y a un peu plus. Donc voilà, mais sur les manuscrits, vous voyez que cet objectif de terminer en 2025, le signalement des manuscrits, on est prêt à le réussir. Je ne sais pas si on aurait parié sur une telle réussite lorsqu'on a lancé ça. Donc il faut maintenir l'effort. En Île-de-France, il faut qu'on trouve des solutions pour avancer en Île-de-France. Il faut qu'en Nouvelle-Aquitaine, on mette les bouchées doubles, mais ça se fait. Il faut que, voilà, en BMC, dans un certain nombre de régions, il y a encore du travail à faire. Hein. Et on sera vigilant dans l'évaluation des conventions de mise à disposition des conservateurs d'État que les objectifs soient tenus en bibliothèque classée. Voilà. Alors, on n'est pas loin en manuscrit parce que la BNF a développé un outil qui est fabuleux et qui marche très bien, qui s'appelle Tapir. Je crois que une des inventrices de Tapir est dans la salle, donc je pense qu'elle doit être très heureuse de voir que grâce à Tapir, on avance bien sur le catalogage des manuscrits. Sur le livre imprimé, c'est moins bon. C'est moins bon sur le livre ancien parce que je pense qu'il y a eu tout le monde, grâce à Tapir, s'est concentré sur les manuscrits. Sur le livre ancien, vous voyez du jaune beaucoup plus présent. Alors pour le coup, c'est inverse. Du côté des bibliothèques classées, on a en Grand Est encore des choses à faire, hein, du côté des bibliothèques du Grand Est, mais sur les bibliothèques classées à droite, vous voyez que dans cette région, la barre est entièrement verte, c'est-à-dire qu'on a terminé le signalement du livre ancien, a priori, hein, en Île-de-France, en Pays de Loire, en Centre-Val de Loire, en Auvergne. La longueur de la barre vous permet de juger l'importance volumétrique des fonds. Hein. Donc on voit que selon les régions, il n'y a pas la même importance de fonds. Auvergne-Rhône-Alpes comporte des fonds très importants. En revanche, sur les bibliothèques non classées, là, on voit que le jaune est beaucoup plus important. Donc il y a encore du travail à faire. On est un peu en retard sur le signalement du livre ancien, mais la conclusion qu'on en tire est très... Nous sommes très contents du travail qui est fait par les collègues. Il faut maintenir l'effort. L'État est prêt à vous accompagner pour maintenir cet effort, mais on peut espérer que, peut-être pas en 2025, mais dans les années qui suivent, on puisse dire qu'on ait enfin achevé ce chantier. Donc, je rappelle, commencé pour les manuscrits sous Guizot, donc Louis-Philippe, monarchie de Juillet, dans les années 1840. Voilà. Alors, deuxième priorité nationale, sur lesquelles Nicolas Georges l'a dit, les bibliothèques sont en retard. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes globalement mauvais sur les plans d'urgence. Alors, les plans d'urgence, ça ne s'adresse pas à toutes les bibliothèques, ça s'adresse aux bibliothèques qui ont du patrimoine. Les plans d'urgence, c'est fait pour les collections patrimoniales
Ce n'est pas fait pour les collections courantes. Non pas qu'il faille ne pas protéger les collections courantes, mais enfin, les collections courantes, on peut les renouveler. Les collections patrimoniales, même si elles ne sont pas toutes uniques, sont des éléments précis qu'il faut sauvegarder. Et donc, on est vraiment sur des plans d'urgence qui s'appliquent aux bibliothèques patrimoniales, aux collections patrimoniales, pas aux collections courantes. On a une base de départ qui a objectivé la situation, qui est remarquable. C'est le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche, qui a, comme vous le savez, intégré l'ancienne Inspection générale de bibliothèque. Et je salue dans la salle la présence d'Isabelle Duquesne, l'une des rédactrices du rapport. Rapport qui sert de point d'appui, qui sert de référence, qui sert de guide à l'action des deux ministères. Rapport publié l'année dernière sur les plans d'urgence dans les bibliothèques patrimoniales et qui vous montre en fait que sur les bibliothèques de l'enseignement supérieur de la recherche et les grands établissements, c'est ce qu'il faut lire derrière ESR et GE, vous avez 18 bibliothèques qui ont plan d'urgence, vous en avez plus qui n'en ont pas, que sur les bibliothèques relevant de la sphère culture. Donc ça intègre les bibliothèques des collectivités territoriales, le terme culture est trop simplificateur. Là, le nombre de bibliothèques qui n'ont pas de plan d'urgence par rapport à celles qui en ont un plan d'urgence, c'est une catastrophe. Je veux dire, 118 bibliothèques patrimoniales qui n'ont pas de plan d'urgence, contre seulement 18 qui en ont un. Donc on voit qu'il y a un très gros effort à faire, notamment du côté des bibliothèques territoriales, et l'État est prêt, bien sûr, à accompagner les bibliothèques territoriales, et on est en train de finaliser et de lancer les opérations. Ça va passer, selon les recommandations du rapport de l'IGESR, par la rédaction conjointe entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur d'une directive nationale d'orientation. Dans l'ancien jargon administratif, on appelait ça une circulaire ministérielle. On est au niveau infra-réglementaire, ça n'a pas force de loi, c'est des incitations de l'État qui sera adressées au préfet pour qu'il les transmette aux collectivités territoriales, qui sont autonomes, chacun le sait. Néanmoins, je pense que les collectivités territoriales ne peuvent être que sensibles à la protection du patrimoine dont elles ont la garde. Et donc, cette directive nationale, l'objectif, c'est de sensibiliser le ministère de l'Intérieur au fait qu'il y ait du patrimoine à sauver dans les bibliothèques. Derrière le ministère de l'Intérieur, c'est les services départementaux d'incendie et de secours que nous visons, les SDIS, qui sont vos interlocuteurs pour la rédaction de ces plans d'urgence. Le plan d'urgence étant, comme vous le savez, la préparation d'un éventuel sinistre par le feu, par l'eau, par des inondations, qui permettent de repérer aux pompiers les collections à sauver en priorité, qui permettent aux pompiers de savoir où se trouvent les trésors qu'il faut prioritairement sauver en cas d'incendie, d'inondation ou de sinistre. Et donc, le plan d'urgence repose sur une collaboration étroite entre les bibliothèques municipales, donc les services des villes, et les services départementaux d'incendie et de secours. Et pour impliquer le ministère de l'Intérieur, on a besoin de cette directive nationale pour que le ministre de l'Intérieur dise à chacun de ces services départementaux: c'est important que vous travaillez avec les collectivités territoriales à l'élaboration de plans, parce que dans les bibliothèques, il y a un patrimoine précieux, aussi précieux que le patrimoine qui était à Notre-Dame ou que du patrimoine qui sont dans d'autres établissements culturels qui ont souffert de sinistres ces dernières années. Ce qui est plus important, c'est le deuxième point, c'est vous former, vous accompagner pour que vous rédigiez, ces plans seront validés par les différents services départementaux d'incendie et de secours. Et donc, c'est du côté de la formation que se trouve en fait l'engagement de l'État, qui va être un engagement conjoint des deux ministères, le ministère de la Culture, le ministère en charge de l'enseignement supérieur pour les plans d'urgence dans les bibliothèques universitaires qui conservent des fonds patrimoniaux. Nous allons vous proposer pour les bibliothèques classées, je m'adresse seulement aux bibliothèques classées, parce qu'on a choisi de séquencer côté culture en 2 temps cette formation. On commence par les bibliothèques classées, parce que c'est vous qui avez la part la plus importante du patrimoine. Et donc, on vous proposera une formation qui débutera à la fin 2023 et qui durera jusqu'à la fin 2024, pour qu'à la fin 2024, dans 1 an et demi, vous ayez, je m'adresse aux collègues qui travaillent en bibliothèque classée, vous ayez tous un plan d'urgence opérationnel, c'est-à-dire validé par le service départemental dont vous relevez, puisque dans les conventions de mise à disposition que nous avons signées avec vos collectivités,
avec vos maires, vos présidents d'intercommunalité. L'État s'est engagé, lorsqu'on vous met à disposition gratuitement pour les collectivités pour une période de 3 ans qui se terminera en 2024, vous êtes engagé à avoir un plan d'urgence fin 2024. Et on vérifiera dans l'évaluation des conventions de mise à disposition que vous ayez bien un plan d'urgence en 2024. On va vous accompagner pour l'avoir. Si vous ne l'avez pas en 2024, la collectivité assumera publiquement ce défaut, puisque l'État aura fixé l'objectif, aura mis les moyens pour vous accompagner. Donc, excusez ce discours un peu martial, un peu un discours de militaire relevant d'un service départemental d'incendie et de secours, mais c'est une incitation très forte qu'on vous adresse pour les collègues des bibliothèques classées. Je sais qu'on vous mobilise, mais il faut vraiment se mobiliser sur ce sujet qui est important. Pour les autres bibliothèques relevant des collectivités territoriales, on enchaînera sur ce plan de formation en 2024-2026, en espérant aussi capitaliser sur les livrables, pour employer un jargon horrible, qu'on aura pu réaliser, notamment, je pense, des films vidéo, dans la première phase. L'objectif, c'est que dans 3 ans, toutes les bibliothèques territoriales qui conservent du patrimoine aient un plan d'urgence. Voilà. Ce n'est pas compliqué à faire, mais il faut vraiment qu'on s'y mette. Et là, on est vraiment très en retard. Et après le rapport LIGESR, maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Et j'en terminerai par une 3e priorité. C'est là que vous voyez que votre métier est très riche et que les attentes de l'État et de nos concitoyens sont très fortes. C'est, avant d'en venir à l'iconographie, entre les livres, les manuscrits d'une part et l'iconographie, il y a quand même ce champ très important de la presse ancienne, qui est un champ qui a été un peu dévalorisé et qui revient sur le devant de la scène. Il revient sur le devant de la scène grâce à la Bibliothèque nationale de France, grâce au regard qu'apportaient 2 conservatrices de collègues de la Bibliothèque nationale de France, Catherine Auréen et Aline Girard, et je salue Aline Girard, qui a animé et qui a été active à la tête de la politique de coopération de la BNF ces dernières années et a fréquenté beaucoup de journées du patrimoine écrit. Et je salue Monique Pujol qui assure actuellement les fonctions qu'assurait Aline Girard. Donc ces 2 collègues ont rédigé un rapport très important sur la presse à la Bibliothèque nationale de France qui a permis de mesurer l'ampleur des collections de presse et leur état de conservation qui n'était pas satisfaisant. Ça n'est suivi une décision importante de l'État, portée par la présidente de la BNF et l'ensemble des équipes de la BNF, qui a été de construire un nouveau centre de conservation de la Bibliothèque nationale de France à Amiens, qui devrait ouvrir ses portes vers 2028, et qui accorde une place centrale à la presse, avec la construction au sein de ce centre de conservation d'un conservatoire national de la presse. Alors, dans ce centre de conservation, il n'y aura pas que des collections de presse de la BNF, mais il y aura une part très importante des collections de presse. Et parallèlement, la Bibliothèque nationale de France a le projet de constituer une collection de référence qui regroupe 2800 titres de presse, titres nationaux, mais titres aussi locaux, que la BNF souhaite numériser intégralement et qui seront conservés à Amiens. Voilà. Ce projet, cette ambition dépasse la Bibliothèque nationale de France et inclut l'ensemble des bibliothèques, notamment des bibliothèques qui relèvent des collectivités territoriales, parce qu'on est très nombreux à conserver de la presse. Et notamment, les titres locaux sont très présents dans vos bibliothèques, dans les services d'archives départementales, et donc ça implique une coordination nationale entre les titres qui sont à la Bibliothèque nationale de France et des titres qui ne sont que chez vous, qui n'existent pas, qui ne sont pas conservés à la Bibliothèque nationale de France. C'est aussi une ambition nationale parce que la masse à traiter est énorme en termes de flux et de nombre de pages et qui justifie un investissement important de l'État. Alors ce plan, il se décline, et je vous rassure, je vais arriver à la fin de mon exposé, en 2 objectifs. Un premier objectif, on reste sur cette problématique de signalement, donc de mise à disposition auprès du public dans les catalogues des titres conservés dans les bibliothèques. Notre objectif, c'est d'achever
un portail, qui est un portail géré par la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle Presse locale ancienne, qui est issu du bulletin qui recensait la presse d'information générale locale, qui a été rédigé par département. Il se trouve qu'on a 20 départements en France, et en France en général, en métropole et en outre-mer, qui n'ont pas de fascicules, qui n'ont pas de notices dont les titres ne sont pas repérés dans le presse locale ancienne. Et donc l'objectif, c'est de faire le catalogage des titres de ces 20 départements. C'est très simple, de façon à ce qu'on ait catalogué la presse locale ancienne. Donc ancien, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Le terme, c'est jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc l'idée, c'est qu'on ait un catalogue complet en lien avec le catalogue collectif de la presse, des périodiques, qui est géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Agence bibliographique de l'Enseignement supérieur, et qui s'appelle, je parle à des professionnels, le SUDOC PS, publication en série. Deuxième objectif, numériser. Numériser, alors, on ne démarre pas de zéro. Il y a à peu près 40 millions de pages de presse qui ont déjà été numérisées, qui sont déjà accessibles gratuitement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, mais pas seulement, puisque de plus en plus de collections de bibliothèques territoriales, de bibliothèques universitaires, de services d'archives sont présents sur Gallica. Et on souhaite encourager cette ouverture de Gallica à des collections conservées en région. Et aussi des titres qui ont été numérisés par des collectivités régionales qui sont présentés sur des portails de bibliothèques, sur des portails d'archives départementales, sur des portails régionaux lorsqu'ils existent, souvent portés par des structures régionales pour le livre. Donc on est à peu près à 40 millions de pages qui ont été numérisées. Notre objectif, c'est de poursuivre cette numérisation en achevant la numérisation de la collection de référence de la BNF. Il y a 1000 titres à numériser sur les 2800 de cette collection. Poursuivre la numérisation des titres conservés dans les bibliothèques municipales, dans les archives départementales, en région, et de proposer une diffusion gratuite de ces éléments, de ces titres de presse numérisés sur Gallica et sur les différentes bibliothèques numériques en région. Dernier objectif, c'est conserver cette presse. Il y a de multiples enjeux en termes de transition énergétique, de fragilité de ce papier industriel développé à partir des années 1860 qui part en poussière avec le temps, du fait de l'acidité du papier. Le fait que maintenant on puisse avoir assez facilement des substituts numériques. Le coût budgétaire pour l'État et pour les collectivités de la conservation, en termes de stockage, en termes de mètres linéaires consacrés au stockage de la presse, ou en termes de téraoctets pour la conservation numérique, se pose la question de savoir à partir du moment où toute cette presse, qui va se détruire, on le sait, à partir du moment où on la numérise, est-ce que c'est intéressant de continuer à conserver des exemplaires papier qui vont partir en poussière, alors qu'on a le substitut numérique et que d'une certaine manière, la BNF va assurer une collection physique, va conserver une collection physique dans son centre de conservation. Donc, se pose cette question de est-ce que ça vaut la peine de conserver encore ces exemplaires physiques qui sont vraiment du multiple, dans plusieurs bibliothèques municipales, alors qu'il y a un exemplaire physique qui sera conservé à la BNF, que ça a été numérisé. Voilà, donc il faut on n'a pas la solution, mais il va falloir qu'on réfléchisse ensemble pour savoir si ça vaut bien la peine de conserver dans nos magasins des mètres linéaires de titres qui existent en fichier, qui existent au format numérique et dont la conservation physique peut se concentrer sur un établissement en France ou 2 établissements en région dans le cadre de plans de conservation partagés. Et donc, il faut qu'on mène cette réflexion, qu'on relance cette réflexion sur les plans de conservation partagés entre la BNF et en région. Je sais que ça intéresse les SRL. Pour mener ces chantiers, on a besoin de moyens et le ministère de la Culture défend en ce moment même, dans le cadre du vote du projet, de l'élaboration, et j'espère du vote à la fin de l'année, du projet de loi de finances 2024 et pour les exercices suivants, des moyens budgétaires conséquents. Alors on demande toujours beaucoup, on a beaucoup moins, mais j'espère qu'avec ce qu'on aura, on pourra avancer avec la BNF et avec vous. J'avais un dernier sujet, mais je passe très vite. C'est juste pour votre information, parce que ça ne concerne pas directement les bibliothèques, et je reboucle avec le sujet initial qui était lié au commerce des biens culturels. Vous savez que lorsque
des propriétaires veulent procéder à la vente de biens culturels dans le cadre de vente aux enchères ou auprès d'intermédiaires. Lorsqu'ils veulent vendre à l'étranger des manuscrits, des livres anciens, il existe, alors pour nous il existe des passeports, mais pour ces biens culturels il existe des certificats d'exportation. Et lorsque vous voulez pouvoir vendre potentiellement un bien acquis par un étranger, ce bien ne peut sortir du territoire national que muni de son certificat d'exportation qui est vérifié par les douanes. Et si le bien sort sans certificat, il ne sort pas, les douanes le retiennent en France. Donc chaque demandeur, maison de vente, transporteur, propriétaire, font des demandes actuellement de certificats. C'était des dossiers papier, avec des photos, des dossiers très lourds. On est en train de dématérialiser cette chaîne et on espère qu'à partir de 2024, il y a un peu de retard, mais en tout cas assez rapidement, les demandeurs, propriétaires, transporteurs, maisons de vente pourront demander en ligne et fournir en ligne toutes les indications, notamment sur les provenances. Le sujet des provenances est un sujet très important qui demande une vigilance accrue de la part des maisons de vente, mais aussi de la part des conservateurs, puissent saisir directement ces demandes sur un formulaire. L'administration aura accès directement aux informations sur ce formulaire, transmettra à la Bibliothèque nationale de France qui fait office d'expert sur ces dossiers-là, de façon à réduire les temps de traitement de ces dossiers. Mille excuses d'avoir terminé mon exposé sur ce point relativement mineur qui nous intéresse moins. Et je laisse la parole, et j'ai grand plaisir de laisser la parole à Michel Melot pour un exposé bien plus intéressant et très attendu. Merci à vous.